Bonjour à tous. Merci de continuer à vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux. Prenez la seconde nécessaire pour le faire et en même temps appuyez sur la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Le coronavirus, décidément un cadeau tombé du ciel pour certains, ce qui leur permet d'avoir un magnifique prétexte pour imposer leur vieille lubie. C'est le cas du très dangereux impôt européen, qu'on nous ressort du tiroir, mais cette fois de manière peut-être plus dangereuse et problématique que jamais. On va voir que la question de l'impôt européen, ça n'est pas qu'une question financière, même si c'est très important dans la vie de tous les jours, évidemment, des contribuables que nous sommes, c'est aussi fondamentalement une question idéologique et politique. Derrière l'impôt européen, il y a l'État européen. On va voir ce qu'il faut faire, quelles sont toutes les stratégies possibles de riposte et d'action efficaces et rapides. Je vous cite une interview sur BFM Business, c'est tout récent, 29 mai. Et c'est Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur. L'idée, c'est que la Commission dispose désormais de ressources propres, c'est-à-dire qu'elle puisse éventuellement bénéficier d'impôts, de lever de l'impôt. Le mot est lâché. Lever l'impôt par la Commission européenne, créer l'impôt européen qui jusqu'alors n'existe pas. Pourquoi lever l'impôt? De quoi parle Thierry Breton? Il parle d'une dette à rembourser, une dette qui sera créée par un plan de relance européen qui a été annoncé comme proposition pour le moment par la Commission européenne, par la voix de sa présidente Ursula von der Leyen, le 27 mai dernier. C'est un plan de relance européen par rapport à la crise du coronavirus et à la crise économique terrifiante qui se profile et qui a déjà largement commencé. Effectivement, cette dette est le résultat du plan de relance européen proposé par la Commission européenne et qui a été immédiatement encensé par le journal Le Monde. On va citer cet éditorial du Monde du 28 mai. Le titre, « Une chance historique pour l'Europe ». Bon, alors déjà c'est mauvais signe. Si Le Monde y voit une chance historique pour l'Europe, on doit allumer en rouge tous nos voyants. Et ça doit faire alerte, alerte, alerte. Et l'éditorial commence par une citation de Jean Monnet. Et là, je trouve que Le Monde tape en plein dans le mille parce qu'effectivement, c'est tout à fait la philosophie de Jean Monnet qui est en train de s'exprimer. Je cite, « L'Europe se forgera à travers les crises et elle sera la somme des solutions apportées à ces crises. » Jean Monnet, cité récemment par Le Monde. Effectivement, on voit bien que l'Europe profite opportunément de cette crise du coronavirus pour avancer vers l'État européen. Et pour aller vers l'État européen, il faut une dette commune européenne et il faut lever l'impôt. S'il y a bien une prérogative régalienne suprême et absolue d'un État, c'est de lever l'impôt. Au détriment, évidemment, comme toujours, des souverainetés nationales, des États et de la liberté des peuples. Alors quel est ce plan de relance? C'est un plan, donc je vous l'ai dit, annoncé par Ursula von der Leyen le 27 mai. C'est un plan au total de 750 milliards d'euros. Pour l'instant, ça n'est qu'une proposition de la Commission, mais ça semble déjà bien avancé. Et ces 750 milliards se décomposent en deux parties. 250 milliards d'un côté qui seraient des prêts aux États membres, qui seraient donc négociés directement par la Commission européenne, mais ensuite les États membres devraient rembourser eux-mêmes. Et les 500 milliards d'euros restants seraient sous forme de subventions, en fait d'accroissement du budget européen, de subventions distribuées en fonction de la gravité de la crise du coronavirus aux États membres. Pour cela, la Commission, si le plan est adopté, aurait la capacité d'emprunter directement elle-même sur les marchés financiers pour lever ces 750 milliards d'euros, donc de créer pour la première fois une dette commune européenne. Et en face, parce qu'il va bien falloir rembourser, la Commission a prévu qu'elle rembourserait entre 2028 et 2058 sur 30 ans, il faut des ressources financières. Et là, vous avez bien entendu Thierry Breton, la préférence c'est l'impôt européen, confirmé par Ursula von der Leyen elle-même, qui a dit « ma préférence, ce sont des ressources propres à l'Europe, c'est-à-dire l'impôt européen ». Et là, vous voyez que la boucle est bouclée. Une crise, pour y répondre un plan de relance, pour y répondre une dette commune, pour rembourser la dette commune, un impôt. Et voilà, c'est ça la magie de l'État européen. Et c'est tout à fait effectivement la philosophie de Jean Monnet. Une crise, on y répond par plus d'Europe. Voilà, comme toujours. Le Monde d'ailleurs est très lucide là-dessus. Le Monde soutient évidemment à fond tout cela écrit plutôt, je cite, « Si ce n'est pas la préfiguration d'un trésor européen, cela y ressemble fortement. » Ils ont raison. Et enfin, conclut par cette explosion de joie, c'est un saut historique pour l'intégration
européenne. Alors qu'est-ce que c'est que ce plan? Je vous l'ai détaillé sur son mécanisme général. Pour la France, c'est bien ce qui nous intéresse, pour les intérêts français, c'est une catastrophe. C'est le plan le plus bête qu'aurait jamais accepté un gouvernement français et un président de la République française dans toute l'histoire de la France. Le plan le plus contre-productif pour la France, les intérêts nationaux et les intérêts du contribuable français. Pourquoi? En plus de représenter évidemment un recul terrible en termes de souveraineté nationale. En effet, sur les 750 milliards d'euros, au final, il y aura un peu moins de 39 milliards d'euros, 38,77 très exactement, qui reviendront à la France. Donc très peu. Puisque sur les 250 milliards d'euros de prêts, il est prévu qu'il y ait 0 pour la France. Il y aura 91 pour l'Italie, 63 pour l'Espagne, 26 pour la Pologne, etc. 0 pour la France. Et sur les 500 milliards d'euros de subventions, la part principale ira vers l'Italie, 82, l'Espagne, 77, et la France, je vous l'ai dit, un peu moins de 39, la Pologne également, 38. Donc 750 milliards d'euros au départ, et à la fin, moins de 39 pour la France. Mais il faut bien que cet emprunt sur les marchés financiers soit garanti par des signatures. Et la signature de la Commission européenne, ça ne suffit pas. Il faut que derrière, les États membres s'engagent. S'il y a un pépin, c'est eux qui rembourseront. Et donc la France, qui représente aujourd'hui à peu près 20% de l'économie de la zone euro, va logiquement s'engager sur la garantie de 20% de cet emprunt. Vous avez fait le calcul comme moi, 20% de 750 milliards d'euros, ça fait 150 milliards d'euros. Donc la France, si cela est validé, va engager sa signature pour 150 milliards d'euros pour savoir qu'à la fin, elle ne récupérera qu'un peu moins de 39 milliards d'euros, soit environ le quart de son engagement. Ce serait donc effectivement le plus mauvais retour sur investissement de toute l'histoire des emprunts français, de l'histoire de France. L'accord, je vous l'ai dit, le plus bête qu'on aurait jamais négocié. Donc on voit que c'est tellement bête du point de vue des intérêts économiques de la France et des intérêts du contribuable français, c'est même tellement criminel parce que c'est pas l'argent du président de la République ni de son gouvernement, c'est l'argent des Français dont on parle, l'argent de la nation, hein, l'argent de ceux qui le gagnent en travaillant notamment, ou après une vie de travail par la retraite. Donc on est bien dans l'idéologie pure, on est dans l'idéologie des eurodingos, dans la folie furieuse, et là notamment la folie furieuse d'un Macron, qui accepterait cela, avec en plus un énorme sourire aux lèvres, parce que c'est exactement ce qu'il fait. Parce que ça répond à son plan, ça répond peut-être même à son plan de carrière personnel, puisque vous savez que son grand rêve, c'est d'être président de l'Europe, évidemment. Leur but, c'est l'État européen, je vous l'ai dit. D'ailleurs, Le Monde, encore une fois, ne s'y est pas trompé. Le 27 mai, dans un article, il rapporte ce que de nombreux commentateurs européistes disent de cet accord. Ils évoquent un, je cite, moment hamiltonien. Alors, moment hamiltonien pour l'Europe, référence à Alexander Hamilton, qui était le premier secrétaire au Trésor aux États-Unis, qui, en 1790, donc peu de temps après la déclaration d'indépendance des États-Unis, avait convaincu le Congrès de créer pour la première fois une dette fédérale pour les États-Unis, et donc de faire basculer la Confédération américaine vers le fédéralisme. Donc au bout, c'est bien l'État européen, l'impôt européen et l'esclavage par la dette, et même cette fois-ci par la dette directement européenne. Je vous renvoie à ma vidéo sur l'esclavage par la dette. Évidemment, si en plus c'est l'Europe qui maintenant maîtrise directement les dettes et les impôts, il y aura un double niveau d'esclavage. Ce sera encore plus dangereux pour nous. C'est un vieux rêve, cette histoire d'impôt européen. Ne croyez pas qu'il est né dans l'idée des européistes il y a quelques semaines parce qu'ils ont vu le coronavirus et ses ravages. Pas du tout. Le coronavirus, c'est un prétexte, évidemment. Je peux citer cet article de Slate, je vous le mettrai d'ailleurs en description sur la vidéo, qui date du 28 octobre 2010, il y a près de 10 ans, mais on en trouverait même encore avant. Je cite le titre de cet article. L'Europe rêve d'un impôt pour grandir. Je cite le journaliste. L'Union européenne veut pouvoir se financer elle-même et éviter ainsi d'être dépendante des caprices gouvernementaux. Et le journaliste, dans cet article, cite un eurodéputé de l'époque. L'Union européenne est en train de récupérer les compétences des États membres, puisqu'on était 1 an après l'application du traité de Lisbonne notamment, mais on ne nous donne pas les moyens de bien faire les choses. Donc il faut qu'on ait l'impôt européen. Alors comment on résiste à ça? Parce qu'on est bien dans la résistance là. D'abord, il y a l'analyse géopolitique à faire. Est-ce qu'on peut placer nos espoirs dans l'extérieur, une résistance exogène à la France? On va regarder.
Alors sachez que c'est une proposition de la Commission, ce que je vous ai détaillé. Il y a 4 pays qui sont appelés les 4 frugaux en novlangue européiste, qui sont contre, pour le moment, cet accord. En tout cas, ils préféreraient que ce soit entièrement des prêts aux États membres et il n'y ait pas de partie de transfert budgétaire et ils aimeraient que la somme ne soit pas aussi importante que 750 milliards d'euros. C'est ça leur opposition. Ces 4 frugaux, c'est les Pays-Bas, la Suède, le Danemark et l'Autriche. Il faut les soutenir. Même si on peut avoir des divergences d'appréciation avec ces pays-là, ce n'est pas le sujet. Sur d'autres problèmes, ça n'est pas le problème. Là, il faut les soutenir. Il faut évidemment nous mettre dans ce camp-là et faire comprendre aux Français que s'ils sont contre l'impôt européen, ils ne sont pas seuls. Il y a y compris des gouvernements au sein de l'Union européenne qui sont contre cette idée et qui, pour le moment en tout cas, se battent contre. Donc il faut les soutenir. Deuxième possibilité de résistance exogène, extérieure, est-ce que ça ne viendrait pas de l'Allemagne ? Puisque vous pouvez peut-être vous poser la question, je n'ai pas encore parlé de l'Allemagne jusqu'ici, vous dire mais comment ça se fait que l'Allemagne accepte un plan pareil ? Parce qu'effectivement, au final, elle, sur les 750 milliards d'euros, elle va récupérer encore moins que la France. Je crois que c'est un peu moins de 30 milliards d'euros. Alors qu'elle va également engager sa signature, et même encore plus que la France, puisqu'elle représente 30% à peu près du PIB de la zone euro. Donc pour elle, c'est un mauvais calcul économique également. Oui, mais attention, il y a une grosse différence entre l'Allemagne et la France. Et c'est ça qui a emporté pour le moment la décision allemande. C'est que l'Allemagne est un exportateur, c'est un des plus gros exportateurs mondiaux, qu'elle a un excédent commercial gigantesque. Donc elle vend énormément de produits, notamment des machines-outils, des automobiles, etc. C'est l'industrie allemande très exportatrice, très rentable. Notamment, elle bénéficie à fond de l'euro pour ça. Et donc là, ça a été raconté, il y a eu pression forte du grand patronat allemand exportateur qui est allé voir la chancelière Merkel pour la faire changer d'avis. Au départ, elle était plutôt contre ce plan. Elle ne voulait pas entendre parler de dette commune ni d'impôts européens. Et le grand patronat allemand a dit attention, il ne faut pas que les marchés italiens et espagnols, qui sont des gros clients pour nous, s'effondrent. Et donc, il faut faire des transferts budgétaires vers ces pays pour que l'industrie allemande ait encore des clients demain, en tout cas encore pendant quelques années, on verra plus tard. Bon, donc c'est ça qui a emporté la décision pour le moment. Mais attention, si demain le peuple allemand, voire les industriels allemands, considèrent que le jeu n'en vaut plus la chandelle, notamment le jeu ne vaut plus cette coûteuse chandelle, alors tout peut bouger très vite. Parce que vous savez que contrairement à la France, en Allemagne, on fait toujours passer l'intérêt national avant. Donc pour l'instant, l'Allemagne a fait le calcul qu'elle y trouvait plutôt son intérêt, donc elle accepte le plan. D'ailleurs, elle a réduit les ambitions de Macron, puisque Macron ne voulait pas 750 milliards d'euros, il voulait 1500 à 2000 milliards d'euros. Bon, donc elle a déjà réduit fortement, mais ça pourrait encore bouger si jamais ils font le calcul que finalement, ça leur coûte plus que ça ne leur rapporte. Pour l'instant, c'est pas le cas. Troisième foyer de résistance éventuel, est-ce que ça ne pourrait pas venir de l'intérieur, notamment du Parlement européen qui pourrait se rebeller de ça ? Alors là, comptez pas là-dessus une seule seconde. Le Parlement européen a déjà dit il y a quelques jours qu'il approuvait totalement ce plan. Il n'y a même pas eu de résistance. PS, les groupes comprenant le PS français, les Républicains, les Verts, etc. sont à fond pour, notamment le PPE, qui est le groupe dans lequel siègent les eurodéputés français des Républicains, a dit la solidarité européenne est de retour, donc évidemment ils sont très heureux. La France Insoumise et sa leader là-bas, Manon Aubry, qui dirigeait la liste France Insoumise aux dernières européennes, a dit « tout n'est pas à jeter, c'est un embryon de solidarité européenne », donc ils sont plutôt pour. Quant aux élus du Rassemblement national, ils se sont fait très très discrets, ils sont plutôt contre, mais ils n'en ont pas du tout fait un cheval de bataille. Et donc, on a même entendu un de leurs alliés, Robert Ménard, dans les médias français, dire qu'il était OK sur ce principe de transfert budgétaire et de solidarité, même s'il avait quelques réserves par ailleurs. Enfin, tout ça, c'est très mou, donc il n'y aura aucune résistance de l'intérieur. Non. Vous savez, on peut effectivement attendre peut-être un coup de chance ou un coup du destin, en disant c'est peut-être par d'autres pays que ce plan va être annulé, qu'il n'y aura pas d'impôt européen, etc. Peut-être, tant mieux. Je le souhaite. Si ça se passe comme ça, j'en serai le premier heureux. C'est possible, mais il est tout aussi possible que ça ne se passe pas comme ça. Et moi, je vous ai toujours alerté là-dessus, ne considérez jamais que les choses vont se faire naturellement ou par d'autres. Non, 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 non. Vous savez, le seul défenseur des intérêts d'un pays, c'est ce pays lui-même. Quand un peuple ne se prend pas en main, généralement, les autres peuples ne viennent pas l'aider pour lui. On peut avoir des stratégies d'alliance et de renfort, il faut en avoir, des stratégies intelligentes, mais il faut d'abord se prendre en main. Donc la résistance, elle doit d'abord venir de France. Si on est contre, on doit se donner les moyens d'être contre. Donc il faut faire le Frexit, évidemment, sortir la France le plus vite possible des griffes de l'Union européenne et de l'euro. Alerter les Français, parce que là c'est vrai que l'impôt européen c'est très concret pour les Français. Parfois on explique le Frexit et puis on est sur des arguments qui peuvent paraître un peu lointains ou théoriques, alors qu'en fait c'est très concret. Mais là c'est immédiatement concret. Les impôts ça parle à tout le monde en paye, bon, que ce soit de manière directe ou indirecte, tout le monde en paye.
Donc c'est concret. Donc si vous voulez, ça peut être dans le soulèvement populaire qui vient, ce qui va venir, 850 000 chômeurs en plus en un mois, vous inquiétez pas, ça va venir. Il faudra mettre cette question au centre. Parce que vous savez, ce qui a allumé les Gilets jaunes en 2018, c'est une taxe. C'est un impôt. Donc là, l'impôt européen, ça peut allumer la contestation pour le Frexit. Donc ça va être un sujet qu'il va bien falloir expliquer et mettre au cœur des préoccupations des Français. Et puis, à côté de cela, il faut nous organiser pour être le plus fort possible et pour être prêts. Il n'y a pas de solution miracle pour résister, pour faire ce Frexit. Mais il faut mettre ce sujet concret au cœur du soulèvement populaire et à côté, nous, les souverainistes, nous organiser, être puissants, être préparés. Se révolter contre les eurodingos. Évidemment, ceux qui jouent avec l'argent des autres, avec la souveraineté et la liberté des peuples. Notamment, il faut chasser Macron et toute sa clique, qui est Macron est dans cette crise du coronavirus, dans une fuite en avant totale, délirante, irréfléchie, fanatique. Son fanatisme a galvanisé sa folie européiste dans cette crise, où il semble avoir perdu tout sens commun. Donc, voilà, il n'y a pas de recette miracle. Il faut savoir ce qu'on veut. L'objectif, c'est le Frexit, clairement. C'est une autre politique. Ça sera derrière une politique de justice fiscale, parce que même si on maîtrise l'impôt nous-mêmes, vous savez que ça ne règle pas tout. Bon, après, il faut savoir comment on le répartit. Mais dans tous les cas, il faut avoir une stratégie concrète et extrêmement déterminée et rapide. Pas faire ça dans 6 mois, non, faire ça dès maintenant. Voilà. Si vous êtes d'accord avec cette stratégie, si vous ne voulez pas, vous non plus, de l'impôt européen, de la dette unique européenne, de l'État européen, rejoignez les Patriotes. Voilà, si vous croyez en la France, rejoignez la formation politique que je préside, les Patriotes. Le lien pour nous rejoindre est dans la description sous cette vidéo. Je vous attends. Encore une fois, ne restez pas seuls. Nous sommes un cadre collectif d'action extrêmement déterminé, extrêmement cohérent. Une première brique sur laquelle on va s'appuyer pour l'emporter. Allez, gardez espoir et vive la France. À bientôt.